Bonjour, nous sommes jeudi le 14 mars 2013. Excusez-moi de ne pas avoir beaucoup de voix, mais je termine à l'instant ma leçon dans le cadre de la Stewardship of Finance à la VUB, et je viens de parler 1 heure et demie. Mais demain, je me rends à Paris pour participer à un colloque sur le risque. Un colloque sur le risque qui couvre tous les aspects du risque, mais ce sont des généticiens qui ont organisé ça, et on m'a demandé de parler du risque dans la finance, ce que je ferai très volontiers. Alors le matin, je serai dans le train, à midi, je ferai mon exposé, et puis dans l'après-midi, je serai à nouveau dans le train. Alors je fais ma petite vidéo maintenant. Alors vous avez peut-être vu, je viens de faire un lien à ça, il y a un billet qui a été écrit par Étienne Roche, et qui s'appelle « L'ONU a entamé la rédaction d'une constitution pour l'économie mondiale ». Et je vois le titre et je me dis c'est formidable, c'est exactement ce que je propose depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis une tribune libre dans le Monde, où je posais la question de savoir s'il ne fallait pas rédiger une constitution pour l'économie. Et depuis, je propose des choses qui pourraient se trouver dans cette constitution pour l'économie. Et c'est en particulier de ça, des articles que je proposerai déjà d'une constitution pour l'économie, que je vais parler lundi à Francfort pour le syndicat du personnel de la Banque Centrale Européenne. Et ce billet, quand on va voir ce billet d'Étienne Roche, ce n'est pas par hasard si ce billet évoque pour moi celui que j'ai écrit pour le Monde il y a 6 ans. C'est parce que l'auteur dit à la fin qu'il s'est inspiré de mon opinion, de ma tribune libre pour rédiger son article. Et dans son article, il a la gentillesse de me mettre avec des gens comme Stiglitz, Lord Aderton, parmi les gens qu'il faudrait consulter pour écrire cette constitution pour l'économie. Mais ceci dit, son article est un canular, c'est simplement un vœu. On peut bien rêver, dit-il. C'est un vœu, ce n'est pas une chose qui est en train de se passer. Et ce dont je voudrais vous parler cette fois-ci, et je vous proposerai d'ailleurs qu'on en discute samedi après-midi dans le cadre de cette page les débats que j'ai inauguré il y a un peu plus d'une semaine, et où François Leclerc aussi a déjà fait une première discussion à propos de la robotisation. Je voudrais vous parler de choses qui me viennent à l'esprit en ce moment. Je suppose parce que je vais faire cette déposition à l'Assemblée nationale française le 26, et que je commence déjà à cogiter un petit peu sur la question à propos de laquelle on veut m'interroger, qui est celle des paradis fiscaux. Alors, je pourrais ne pas m'inquiéter en me disant si on me demande de venir en parler, c'est qu'on suppose que j'ai des choses intéressantes à dire, mais ça ne m'empêche pas de cogiter et d'avoir, je ne sais pas, de vouloir mettre mes idées en place quand on me demandera d'en parler. Et là, il y a des questions qui se posent à moi, et je vais vous mentionner ces questions. Et les complotistes parmi vous vont se réjouir parce qu'ils vont se dire « Ah, Jorion se rallie enfin à la thèse du complot », puis l'a toujours rejeté avec un très grand dédain. J'ai toujours dit la chose suivante, c'est que le complot, par définition, ça peut cacher soit un vrai complot, soit ça peut cacher une explication qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Alors, mon approche a toujours été la même. Le complot, c'est, je dirais, l'explication de dernier recours. C'est vraiment celle qu'il faut utiliser quand on n'a rien trouvé d'autre, qu'il y a là l'intention de personnes qui veulent vraiment faire du mal, etc. J'ai toujours dit, ça existe. J'ai aussi ajouté toujours, dans un monde aussi compliqué que le nôtre, comploter à dire on va faire ceci, on va faire cela, le résultat n'est pas assuré d'avance. D'abord parce qu'on est mis à la surface de la Terre, et par conséquent ça fait beaucoup d'interactions, ça fait beaucoup d'impondérables possibles quand on essaie de faire quelque chose délibérément.
Mais il y a quand même quelques questions à poser. Il y a quelques questions à poser. Alors ça peut être des effets de structure. Souvent, moi, c'est ma préférence de rechercher d'abord un effet de structure qui pourrait expliquer ça. Quand on m'a dit oui, les subprimes, c'est fraude et compagnie. Oui, bon, mais je vais voir, et puis je m'aperçois qu'il y a une dynamique de bulle, et que cette dynamique de bulle emporte des gens qui sont pris sur la crête, et que quand ils veulent essayer de trouver une solution, et qui cherchent à qui ils pourraient s'adresser pour essayer de trouver des solutions, on a justement supprimé le bureau du plan 10 ans avant, et par conséquent, il n'y a pas d'endroit où s'adresser, et ainsi de suite. Les effets de structure, les effets collectifs, tout ça existe, et en général, ça produit des explications qui sont beaucoup plus convaincantes, qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais ça n'empêche pas de se poser quand même quelques questions. Voilà. Dans cet article sur la constitution de l'économie auquel Étienne Roche renvoie, parce que c'est la source d'inspiration de son projet à lui-même, je l'ai relu l'article, bon, j'allais voir moi-même en me disant mais de quoi est-ce que je parlais exactement dans ce texte. Et je commence par dire la chose suivante. Je parle d'un certain monsieur Jonathan Weil, qui est un chroniqueur chez Bloomberg, et qui avait écrit dans un papier que je venais de voir à cette époque-là, je crois que le texte est d'octobre ou septembre 2007, quelque chose comme ça, et la crise des subprimes bat son plein, au moins parmi les financiers. Pour le grand public, il faudra encore une année pour qu'on en parle véritablement. Il faudra attendre la chute de Lehman Brothers. Mais dans le monde de la finance, on s'occupe beaucoup déjà en 2007 de la crise des subprimes parce qu'elle est là, elle est présente, même s'il n'a pas déjà tout emmené dans son passage. Et alors il dit la responsabilité de la crise, c'est la norme FASB, la Financial Authority, Financial Accounting Standard Boards. Voilà, le bureau des normes comptables. C'est la directive numéro 140 qui est responsable, parce que c'est celle qui en fait déresponsabilise les gens qui font de la titrisation, et du coup ils se désintéressent de la qualité de ce qu'ils envoient dans le public. Alors, je dis oui, il a raison, et je renvoie à quelques autres articles comptables pour compléter un petit peu son portrait. Mais je dis aussi, c'est un petit peu regardé par le bout de la lorgnette. Et en relisant ça, je me dis, oui, bon, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, mais la comptabilité a joué un rôle plus important, et elle joue en ce moment un rôle plus important dans la catastrophe de l'effondrement du système financier. Elle joue un rôle plus important que je ne l'imaginais à ce moment-là. Parce qu'en fait, on retombe toujours un petit peu là-dessus. Comment se fait-il, par exemple, que la quasi-totalité, si vous faisiez une liste des opérations financières les plus dangereuses, les plus toxiques, comment se fait-il que celles qui se trouvent au sommet, comment se fait-il que leurs opérations soient défiscalisées? Comment se fait-il qu'il y ait des niches fiscales attachées à toutes les choses qui sont les plus dangereuses à l'intérieur du système? Alors, la théorie du complot, ce serait que ça a été écrit par des marxistes et que par conséquent, ils se sont arrangés pour précipiter la fin du système. Une autre explication, éventuellement, c'est que des gens ont essayé de trouver leur intérêt au court terme en imposant ça. Vous trouverez partout le fait que les paiements d'intérêt bénéficient d'avantages fiscaux. Qui est-ce qui a bien pu penser à ça? Et la réponse devrait m'être offerte parce que dans l'article, dans la tribune libre du Monde de 2007, j'indique qu'au moment même où j'en parle, on doit être en septembre ou octobre 2007, on essaie de faire passer une mesure de ce type-là en France. Alors, il devrait être possible d'aller regarder les attendus quelles sont les justifications qui ont été offertes pour faire quelque chose. Et moi, j'ajoute à ce moment-là, je dis, on a un bel exemple qu'on ne tire aucune conclusion en France, aucune conséquence de l'effondrement des subprimes qui est en train de se passer, puisqu'on est en train d'essayer de faire voter en France à ce moment-là une mesure dont on sait que les conséquences seraient une accélération de la crise, comme on le voit aux États-Unis. Qui est-ce qui a inventé cette notion qu'il ne fallait pas payer d'impôts sur des paiements d'intérêt? Parce que s'il y a bien, je dirais, quelque chose de vicieux et d'extrêmement dangereux et qui peut conduire à des catastrophes, c'est pour ça que je le mentionne comme un des facteurs principaux de la bulle des subprimes et de la catastrophe qui s'ensuit ensuite, c'est bien ça.
cette défiscalisation des paiements d'intérêt. Qui est-ce qui a inventé ça? Qui est-ce qui a cru que c'était une bonne idée? Alors qu'on sait maintenant qu'il s'agit probablement d'une des choses qui ont les effets les plus nocifs sur le fonctionnement du système financier. Alors j'ai noté quelques autres questions. Qui est-ce qui a inventé le hors-bilan? Qui est-ce qui a inventé qu'on peut mettre hors bilan des entreprises des opérations qui peuvent conduire à des catastrophes, à des conséquences qui peuvent être la disparition même de la société? Un bel exemple, c'est que qu'est-ce qui a conduit à la chute d'Enron? Eh bien, ce sont ces opérations hors bilan. Alors, je sais bien, il y avait une fiction que s'il y avait 3% d'apport extérieur, etc. Mais là aussi, vous mettez quelque chose hors bilan, vous créez un SPV, Special Purpose Vehicle, et la condition pour qu'on considère que ça n'appartient pas véritablement à vous, mais que c'est un consortium, que ce sont des intérêts qui se rencontrent, c'est qu'il y ait 3% d'apport extérieur. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que quelque chose où 3%, c'est-à-dire ça laisse 97% autres quand même, c'est quand même beaucoup. Hein, réussir son examen 97%, on a quand même droit à des félicitations pour ça. Qu'avec 3% d'intervention extérieure, on peut effectivement créer un Special Purpose Vehicle, on peut mettre hors bilan de son entreprise tous ces déchets toxiques, on peut mettre en quarantaine tout ce qui peut conduire à la faillite de votre compagnie. Et alors il faut, comme un accident comme celui d'Enron, c'est qu'on a mal calculé qu'en fait il y a 2,9% au lieu de 3% d'apport extérieur et ça fait tomber l'ensemble des dominos. Mais qui au monde a permis qu'on mette hors bilan certains types d'opérations sous prétexte qu'ils n'ont pas d'impact véritable sur le bilan de l'entreprise? Mais s'ils n'ont pas d'impact sur le bilan de l'entreprise, il n'y avait aucun mal à les laisser sur le bilan, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein, il n'y avait pas de raison de le mettre ailleurs. Non, c'est une manière de mettre entre quarantaine des bombes à retardement et de les laisser exploser, de les laisser faire faillite de leur côté, sans que ça impacte la compagnie qui en fait a fait toutes les opérations qui justifient le fait qu'elle ait produit des bombes à retardement. Alors, il y a pas mal de questions comme ça qu'on pourrait poser, plus directement liées à la question justement des paradis fiscaux. C'est Cédric Mass ici sur le blog qui a lancé cette investigation qui aboutit à cette conclusion quand on a commencé à parler de la propriété privée. C'est de s'apercevoir qu'il y avait une bifurcation qui avait eu lieu. Quand on parle des droits d'un individu, d'une personne physique sur sa propriété, les droits ont été limités de manière tout à fait considérable pour un individu. On peut pas, dans la notion d'abusus, qui vous permet en principe de détruire ce que vous avez, de ne pas penser, de ne pas réfléchir aux conséquences pour les autres, de la destruction des biens dont vous êtes propriétaire, etc. Un très grand nombre de restrictions ont été apportées au fil des années. Et je me souviens d'un premier exemple qu'il avait mentionné, c'était pendant les guerres de 14. C'était un bonhomme qui avait planté des pieux sur son champ parce qu'il n'aimait pas que les dirigeables qui faisaient de l'observation de terrain militaire viennent se poser près du sien. Mais parallèlement, avait montré Cédric Mass, les droits des entreprises, les droits des personnes morales, eux, n'ont pas arrêté de grossir en capacité. Les droits des entreprises sont restés entiers et même ont peut-être encore augmenté quant à la liberté de ce qu'elles peuvent faire. Donc il y a eu cette séparation, ce clivage entre ce qu'un individu peut faire, une personne physique, et ce que peut faire une personne morale. Alors, c'est gênant pour ceux qui veulent être tout-puissants. Alors on a inventé la chose suivante, qui s'appelle le trust. Le trust, c'est une compagnie, une personne morale, que vous créez, à laquelle vous donnez tous vos biens, et donc tous vos biens ne vous appartiennent plus à vous, personne physique, ils appartiennent à cette personne morale, et puis vous dites à cette personne morale ce qu'elle devrait faire à votre place, et en particulier de vous distribuer tous les revenus qui viennent de vos biens. Mais ce n'est plus vous n'êtes plus responsable. Alors, ça demande souvent quelques passages justement par des paradis fiscaux. Il faut que les ordres arrivent peut-être d'une manière un petit peu détournée pour que ça n'ait pas l'air trop directement que c'est vous qui donnez les ordres à la personne morale que vous avez créée avec tous vos biens.
Mais vous voyez quand même le bénéfice de l'opération, parce que vous avez confié tous vos biens à une entité qui a davantage de droits que vous, parce que c'est une personne morale et qu'on l'a exempté de pas mal d'obligations. Alors, vous êtes personne physique, ah, pauvre de nous, mais c'est une personne morale qui possède tout votre patrimoine et à laquelle, en faisant un tout petit peu attention à comment vous le faites, vous pouvez donner les ordres que vous voulez en bénéficiant de tous les avantages des personnes morales. Alors, vous vous souvenez peut-être de cet article par, je mettrai la référence en dessous, Battiston et d'autres qui avaient montré, dont j'avais rendu compte pour la première fois sur le blog en l'appelant les maîtres de l'univers, qui montrait qu'il y avait un petit nombre de compagnies de l'ordre de 200 ou 300 qui possèdent tout le 70% du pouvoir économique sur notre planète. Et quand on cherche quelles sont les personnes physiques qui tirent les ficelles de ces entreprises en nombre limité, leur nombre est encore plus limité. Voilà. Alors ces personnes-là, elles bénéficient véritablement non pas de leur pouvoir à eux, mais du pouvoir de ces personnes morales qu'elles ont créées et dont elles bénéficient par le système des trusts de tous les bénéfices. La conclusion à laquelle ça nous amène, c'est la suivante, et elle est très très bien illustrée par ce qui s'est passé en 2009, aussitôt que M. Obama a été nommé. M. Obama n'est probablement pas aussi dangereux, disons, que la manière dont la Cour suprême américaine a réagi immédiatement à sa nomination. Elle a réagi à sa nomination en permettant que les personnes morales aient un droit illimité de financement des campagnes électorales. Droit qui est refusé aux individus. Mais au nom de l'amendement sur la liberté d'expression, ne me demandez pas quel rapport il y a entre ça et la mesure qui a été prise, mais enfin, c'est la raison qui a été évoquée. En raison de l'amendement sur la liberté d'expression, les compagnies, les personnes morales peuvent mettre autant d'argent qu'elles le veulent dans les campagnes électorales. Si on sait maintenant qu'un petit nombre d'individus ont la capacité par les trusts, en fait, d'obtenir des pouvoirs qui ne sont pas ceux des personnes physiques, qui sont en réalité, mais ceux des personnes morales, vous vous apercevez que, comme je le disais déjà à l'époque, une mesure comme celle de la Cour suprême des États-Unis est une manière de réinventer, de fait, de facto, dans la réalité, le système censitaire que nos amis, je dirais, bourgeois professionnels du XIXe siècle, c'est à quoi ils visaient en réalité. C'est-à-dire qu'on ne permette pas à tous ces ploucs qui peuvent voter et qui ne savent même pas pourquoi et qui vont voter Berlusconi parce que Berlusconi qui ne sait plus quoi il doit dire, il ne sait plus ce qu'il doit dire ou qui ne sait plus quoi il doit dire, et qui dit si vous votez pour moi, je supprime l'impôt foncier, les gens se grattent la tête et disent ah ouais, ça c'est très bien, on va voter pour Berlusconi, et les gens se demandent pourquoi encore il y a une personne quelconque, un acteur quelconque italien qui vote encore pour Berlusconi. Eh bien ces gens-là, c'est plus qu'ils votent pour Berlusconi parce qu'ils croient vraiment qu'il va supprimer le droit foncier, on n'a vraiment rien à faire d'eux, c'est pas utile, ça gêne le business, etc. Alors, on va avoir un système où ce sont les entreprises, les personnes morales qui dirigent. Et grâce à la Cour suprême américaine, qui a très bien compris ça, et qui a voté par une bonne majorité pour cette exemption de limite à l'argent qui peut être mis dans les campagnes électorales par les entreprises, eh bien, et comme on sait que par l'intermédiaire des trusts, il y a des personnes physiques qui peuvent donner à ces personnes morales les instructions de faire ce qu'elles veulent, on a permis peut-être à cette centaine de personnes qui dirigent ces 275 entreprises ou quelque chose de cet ordre-là, qui ont le 70% du pouvoir à la surface de la Terre, c'est-à-dire pas tout, seulement près des 3/4, on a peut-être permis à ces individus de se rassurer sur le fait que le système censitaire a véritablement été rétabli et que les 100 personnes qui dirigent la planète, c'est en fait eux, et qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire.
Voilà. Alors, ce sont que des questions que je pose là, hein, parce que j'ai pas d'hypothèse précise sur le mécanisme dont je parle. Je sais pas, je tourne autour, je pose des questions pour essayer. Mais on dit souvent aux enfants, hein, c'est bien, tu as posé une bonne question, ça c'est très important. C'est parfois poser une bonne question, c'est mieux que trouver une bonne réponse. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'ai essayé de poser de bonnes questions. Voilà. Et si vous n'avez rien à faire samedi entre 15h et 17h, eh bien, on pourra avoir une petite discussion là-dessus. J'aimerais bien avoir votre opinion également. En attendant, passez une bonne semaine et à très bientôt.